Il y a des personnes dont le simple message ou la présence déclenche un mécanisme d'alerte dans votre esprit, comme si votre corps savait avant vous le prix invisible que vous payez pour les tolérer. Ce serait naïf de nier qu'il existe des individus capables de drainer votre énergie et d'enchevêtrer votre paix avec des commentaires, des attitudes ou des manipulations subtiles. Le stoïcisme ne sucre pas la réalité. Il vous la jette au visage. Il vous rappelle que vous ne pouvez pas contrôler les autres, seulement vos propres réactions. Il ne s'agit pas de résignation ni de devenir une statue insensible, mais de reprendre les rênes de votre état émotionnel lorsque l'extérieur veut envahir vos limites. Cesser de souffrir à cause de personnes toxiques n'est pas un service que vous leur rendez, mais un acte de dignité personnelle. Vous n'avez pas l'obligation de permettre à quiconque de fracturer votre caractère. L'autocontrôle n'est pas de la froideur, c'est le filtre qui sépare l'essentiel du destructeur. Il y a une différence brutale entre la tolérance et la soumission émotionnelle. L'une vous renforce, l'autre vous condamne à la dépendance. Personne ne mérite d'avoir le pouvoir de dicter votre état d'esprit. Ce qui est en jeu, c'est votre paix et votre énergie quotidienne. Chaque fois que vous cédez le contrôle, vous perdez un peu de vous-même. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 leçons stoïques, pratiques et directes pour rompre ce cycle. Parce que vous méritez une vie où votre bien-être ne soit pas l'otage des fractures des autres. Votre tranquillité est votre patrimoine. Défendez-la avec discipline. 1. Identifie les comportements qui drainent ton énergie. La vérité est celle-ci. Personne ne te vole ton énergie. C'est toi qui décides de la laisser entre les mains de comportements que tu sais déjà t'épuiser. Ce n'est pas une question de malchance, ni de croiser des personnes difficiles. C'est une question d'habitude mentale que tu répètes même en sachant qu'elle te coûte cher. Ici, il n'y a pas de place pour des excuses. Si tu continues à accorder ton attention à des conversations inutiles, si tu acceptes des invitations qui te pèsent plus qu'elles ne t'apportent, si tu restes dans des dynamiques où tu finis toujours par te justifier ou te sentir insuffisant, tu n'es pas une victime, tu es complice de ta propre fatigue. Le premier pas, et le plus inconfortable, est de cesser de nier ta responsabilité. Personne d'autre ne va identifier ces comportements pour toi, ni les signaler sans que tu ne le prennes comme une attaque. La compassion bon marché ne va pas te sauver. Ce dont tu as besoin, c'est d'un inventaire honnête des gestes automatiques, des réponses réflexes, des silences forcés et des concessions que tu fais chaque jour par peur du conflit. La plupart du temps, tu sais parfaitement quelles sont ces situations et ces personnes qui te laissent t'épuiser. Mais tu préfères détourner le regard, car l'admettre signifierait devoir agir. Et agir implique de l'inconfort, des ruptures, parfois une solitude temporaire. Alors tu te racontes l'histoire que ce n'est pas si grave, que c'est normal de se sentir épuisé, que la vie est ainsi. Ce n'est pas du réalisme, c'est de la lâcheté mentale. Le stoïcisme ne consiste pas à être froid ou distant, il s'agit d'être impitoyablement clair sur tes limites et sur ce que tu permets d'entrer dans ton espace émotionnel. Ton énergie n'est pas infinie, et chaque fois que tu l'offres à la plainte, au drame des autres, à la manipulation déguisée en préoccupation, tu hypothèques ton bien-être. Si tu t'épuises pour des choses que tu ne peux pas contrôler, c'est parce que tu t'es habitué à ne pas filtrer, à ne pas discerner, à ne pas dire non quand il le faut. Prends la responsabilité du filtre que tu utilises pour décider à qui et à quoi tu donnes ton temps et ton esprit. Il ne suffit pas de se plaindre ou de souhaiter que les gens changent. La véritable discipline consiste à couper à la racine les comportements que tu répètes par peur de te sentir seul, par peur de perdre une prétendue harmonie qui n'est rien d'autre que de la résignation déguisée en maturité. Ne te trompe pas. Chaque fois que tu tolères un manque de respect, chaque fois que tu te tais pour éviter la tension, tu ajoutes du poids à une dette émotionnelle qui tôt ou tard te laissera vide. La paix mentale ne se négocie pas. Soit tu choisis les comportements qui te renforcent, soit tu continues à donner ton énergie à ce qui te fragilise. Si tu n'identifies pas ce qui te draine, tu choisis de rester brisé. Personne d'autre ne le fera pour toi.
2. Arrête de chercher la validation de ceux qui te blessent. Tu rentres chez toi après une longue journée. Tu regardes l'écran de ton téléphone et comme un réflexe automatique, tu vérifies si cette personne a répondu. Peu importe si la dernière chose qu'elle t'a dite était une critique déguisée en conseil, une blague acerbe ou ce silence à moitié qui te laisse penser que tu as fait quelque chose de mal. Te voilà, encore une fois, attendant un signe, un geste, n'importe quel signe d'approbation qui te sorte de l'inconfort. Tu sais que cette validation ne dure jamais assez longtemps et qu'après un moment, tu ressens à nouveau la même anxiété, le même vide. C'est comme si, malgré tout ce que cela t'a coûté, tu continuais à parier ton estime de soi à la roulette d'un jugement extérieur. Et le pire, c'est que tu reconnais le schéma. Chaque fois que tu reçois une minimale acceptation, tu t'accroches plus fort. Chaque fois que tu es ignoré ou méprisé, ton esprit se remplit d'explications qui ne servent qu'à justifier l'attachement. Parfois, tu te convaincs que, si tu parviens à plaire ou à prouver ta valeur, cette personne va changer d'attitude et enfin, tu te sentiras suffisant. Mais ce qui se passe réellement est un mécanisme d'auto-sabotage. Tu remets le contrôle de ton humeur à celui qui a le moins prouvé qu'il le mérite. Quand tu cherches la reconnaissance auprès de ceux qui te blessent, ce que tu cherches en réalité, c'est une réparation impossible. Tu refuses d'accepter que leur approbation ne guérira jamais ce que d'autres ont brisé en toi auparavant. Tu insistes pour répéter la dynamique parce qu'au fond, tu as peur de faire face à l'abîme de ton propre jugement. Tu préfères écouter leurs opinions, même quand elles sont toxiques, que de t'asseoir pour écouter ce que tu penses de toi-même. Là se trouve la racine du problème. Tu déposes ta valeur entre des mains étrangères parce qu'en le faisant, tu retardes l'inconfort d'assumer ta propre responsabilité émotionnelle. Il n'y a pas de dignité à attendre des miettes de ceux qui t'épuisent. Le besoin de validation est une fracture dans le caractère, un point faible que les autres détectent et exploitent. Si tu ne le reconnais pas, tu t'habitues à mesurer ta valeur au thermomètre de ceux qui ne respectent même pas ton intégrité. Le stoïcisme ne te demande pas d'être de pierre, il exige que tu sois honnête avec ce qui te rend vulnérable. Ta paix mentale dépend de cesser de demander la permission d'exister. Tu ne reprends le contrôle que lorsque tu comprends que ton propre jugement vaut plus que n'importe quel applaudissement extérieur. Personne ne peut te donner la validation que tu n'as pas cultivée à l'intérieur. La liberté émotionnelle commence le jour où tu cesses de mendier reconnaissance et commences à construire le respect de soi. Tu n'es pas le reflet de ceux qui n'ont pas su te voir. Tu es le résultat des décisions que tu prends pour cesser de dépendre d'eux. 3. Établis des limites fermes sans justification. Parfois, je me surprends à justifier des limites qui, au fond, n'ont pas besoin d'explication. Je me découvre en train de rédiger mentalement des excuses, ornant chaque nom de justification inutile, presque comme si je devais demander pardon pour défendre mon espace. C'est un mécanisme qui remonte à loin. On grandit en pensant que poser des limites est égoïste, que dire « stop » est un manque d'empathie, que tu dois argumenter chaque décision qui t'éloigne du conflit. Mais ce récit ne fait que t'enfermer dans un cycle d'épuisement. Chaque fois que tu te justifies, en réalité, tu cèdes du terrain. Tu donnes à l'autre la sensation que ta frontière est négociable, que tu peux te convaincre du contraire s'il présente le bon argument. Et c'est là que commence l'épuisement, la culpabilité, le doute, la tentation de céder un peu plus pour éviter l'inconfort. La limite devient quelque chose de fragile, une ligne tracée dans le sable que n'importe qui peut effacer. Apprendre à établir des limites fermes, sans donner d'explication, est une décision qui met mal à l'aise, car elle t'oblige à assumer le coût de ne pas plaire, de ne pas satisfaire, de décevoir les attentes des autres. C'est un prix élevé, et c'est pourquoi si peu de gens le paient. Si tu analyses les dynamiques avec des personnes toxiques, tu verras qu'elles cherchent toujours la faille de l'argument. Si tu leur donnes des raisons, elles les utilisent comme levier. Si tu leur montres de l'insécurité, elles la transforment en combustible. C'est pourquoi la seule limite réelle est celle que tu ne négocies pas.
Dire « je ne permets pas cela » sans embellissement, sans discours, sans ouvrir la porte à des discussions, est une déclaration d'autonomie. Il ne s'agit pas d'être brusque, mais d'être clair. La limite n'est pas une attaque, c'est une décision stratégique pour protéger ton énergie. Le stoïcisme le dit clairement. Ce qui est sous ton contrôle, c'est ta réponse, pas l'opinion des autres. Si chaque fois que tu marques une distance, tu as besoin de te justifier, au fond, tu demandes la permission. Et personne ne respecte celui qui demande la permission d'être respecté. Le respect de soi ne se mendie pas, il s'exerce, même quand cela met mal à l'aise. Le processus est plus mental qu'externe. D'abord, tu dois accepter que tout le monde ne comprendra pas tes limites. Et c'est bien. Ensuite, tu dois entraîner ta tolérance à l'inconfort, le regard de déception, le commentaire passif-agressif, le silence forcé. Tout cela fait partie du prix. Mais chaque fois que tu maintiens ta frontière sans reculer ni te justifier, tu renforces un muscle interne, celui de l'autodétermination. La limite n'est pas seulement une ligne vers l'extérieur, c'est une déclaration vers l'intérieur de ce que tu es prêt à tolérer et de ce que tu ne vas plus porter. Voici une phrase que tu dois te rappeler. Ta tranquillité vaut plus que l'approbation de ceux qui ne respectent pas tes besoins. La fermeté est un investissement à long terme. Celui qui prend ses limites au sérieux prend sa propre dignité au sérieux. Il ne s'agit pas de gagner des discussions, il s'agit de ne pas te perdre dans la tentative de plaire. Les limites fermes n'ont pas besoin de discours, elles ont besoin de décisions. 4. Protège ta tranquillité face aux provocations. Il y a des personnes dont la présence se fait sentir comme un bourdonnement persistant dans la nuque, une vibration inconfortable qui ne disparaît pas même si tu changes de pièce ou augmentes le volume de la musique. Ce n'est pas un coup frontal, ni un cri, c'est une provocation calculée, une grimace à peine visible, un commentaire subtil qui cherche à s'infiltrer sous ta peau, une question enveloppée d'ironie, un regard qui ne se maintient pas mais ne se retire pas non plus. Le corps réagit avant l'esprit, les épaules se tendent, la mâchoire se serre, le sang s'accélère. À cet instant, tout ton entraînement émotionnel est mis à l'épreuve. L'instinct t'invite à répondre, à rendre le coup avec des mots, à te justifier, à prouver que tu n'es pas faible. Mais c'est justement là que se joue la partie. La provocation n'a de pouvoir que si tu l'acceptes, si tu entres dans le jeu qu'on te propose. Il est facile de tomber dans le piège de la réaction, beaucoup plus difficile de choisir le calme comme bouclier. Observer une personne toxique essayer de te déstabiliser, c'est comme voir quelqu'un lancer des hameçons en espérant que tu mords. Chaque provocation est une quête de contrôle, une invitation à perdre ton centre. Si tu acceptes le défi, tu perds ta paix et tu deviens la marionnette de leurs états d'âme. La sérénité, en revanche, est un silence qui pèse plus que n'importe quel argument. Il ne s'agit pas de rester silencieux par soumission, mais de montrer que ta stabilité n'est pas à vendre. Le calme n'est pas passivité. C'est une déclaration active. Je ne cède pas ma tranquillité pour ton conflit. Il y a une ligne emblématique que tu dois graver. Tu n'es pas responsable de la guerre intérieure des autres. Quand tu comprends cela, tu cesses de prendre personnellement les attaques déguisées en blagues, les comparaisons malveillantes, les gestes qui cherchent à enflammer ta colère. Le travail stoïque consiste à remarquer la réaction qui monte de l'estomac et à l'arrêter avant qu'elle n'atteigne la langue. Respirez profondément, relâchez la tension, regardez dans les yeux sans hésitation. Parfois, un geste minimal, une pause délibérée, suffit pour que l'autre perçoive qu'il n'a pas accès à ton centre. Tu n'as pas besoin d'explications ni de discours moraux. Ta contenance est une réponse suffisante. La dignité ne se négocie pas dans un échange de reproches. Les gens toxiques se nourrissent de l'effet qu'ils parviennent à provoquer. Si tu ne leur donnes pas cette dose de réaction, ils se retrouvent vides face à leur propre malaise. La véritable force ne réside pas dans le fait de gagner la discussion, mais dans le fait de ne pas perdre son calme. Maintenir la sérénité face à la provocation est un acte de résistance. C'est comprendre qu'à chaque fois que tu choisis de ne pas entrer dans le jeu, tu construis un mur invisible qui protège ton énergie.
La provocation n'est efficace que si tu la subventionnes avec ta paix. Voici une autre ligne emblématique. Ta tranquillité est un territoire sacré. Défends-le. La prochaine fois que quelqu'un essaie de t'entraîner dans son drame, souviens-toi que ta réaction t'appartient. Personne ne mérite le pouvoir de te sortir de ton centre. Chaque provocation est une opportunité de te prouver que ton bien-être ne dépend pas du déséquilibre des autres, mais de la discipline avec laquelle tu choisis tes batailles. 5. Ne laisse pas les autres dicter ton état. Tu n'es pas un thermomètre du malaise des autres. Chaque fois que tu ajustes ton humeur en fonction des émotions ou des commentaires des autres, tu deviens la marionnette d'une représentation médiocre qui ne t'appartient même pas. C'est pathétique de voir combien de personnes remettent leur sérénité entre les mains de gens dont le jugement n'a jamais rien apporté de bon. Tu te convaincs que céder est de l'empathie, que d'être sensible fait de toi une meilleure personne. Et ainsi tu traînes ta peine tout au long de la journée, réagissant à chaque geste, à chaque mot, à chaque silence gênant. Combien de temps vas-tu hypothéquer ta tranquillité, juste par peur de paraître froid, distant ou égoïste? Ne confonds pas compassion et soumission. La véritable compassion commence lorsque tu fais clairement comprendre que ton état intérieur n'est pas ouvert à la manipulation émotionnelle de quiconque. Le stoïcisme ne te demande pas d'être de pierre, mais exige une discipline brutale. Personne n'a le droit de s'installer dans ta tête et de tirer les ficelles de ton humeur. Si quelqu'un arrive de mauvaise humeur, tu n'as pas à te laisser contaminer. Si un autre décharge sa frustration sur toi, tu as le droit de ne pas laisser ce poison s'infiltrer dans tes décisions. Chaque fois que tu réponds avec anxiété ou colère aux caprices émotionnels d'un autre, tu te rabaisses à son niveau et perds le contrôle de ce qui t'appartient vraiment, ton esprit. C'est la différence entre être maître de soi ou esclave des circonstances. Ce qui t'affecte, tu l'autorises. Grave-le en toi. Beaucoup se cachent derrière des prétextes lamentables. C'est que je suis très empathique. Je ne peux pas m'en empêcher. Les attitudes des autres m'affectent beaucoup. Mensonge. Ce que tu ne veux pas, c'est assumer le coût de l'indépendance émotionnelle, la solitude occasionnelle, le rejet, le jugement de ceux qui ne supportent pas de te voir stable pendant qu'ils s'effondrent. Si nécessaire, apprends à être inconfortable. Le confort est le prix de la médiocrité émotionnelle. Tu ne dois ta joie à personne, ni tu n'as à porter le poids des autres chaque fois que quelqu'un décide de s'enliser dans la boue de son propre drame. Le contrôle émotionnel ne s'improvise pas, il se travaille. Tu dois décider à chaque instant si tu remets ta paix aux fluctuations des autres ou si tu restes ferme sur ton propre axe. La discipline est simple, bien que pas facile. Observe, reconnais l'influence et coupe-la à la racine. Le respect de soi n'est pas négociable. Voici la seule ligne qui compte. Ton état est ta juridiction exclusive. Le défendre est une question de dignité. Ne permets plus, ne serait-ce qu'un jour, que le climat émotionnel des autres dicte ta prévision interne. Tu peux être empathique sans être une éponge. Tu peux comprendre sans absorber. Choisis, une fois pour toutes, d'être l'architecte de ton état et non le locataire de la tempête d'autrui. 6. Investis ton énergie à grandir, pas à changer les autres. La vérité est celle-ci. Chaque fois que tu insistes pour changer une personne qui ne veut pas changer, tu gaspilles ton énergie dans un pari perdu. Il n'y a rien de plus stérile que d'investir du temps, de l'espoir et des efforts dans la fantaisie, que ton exemple, tes arguments ou ton affection vont transformer quelqu'un qui ne voit même pas de problème dans sa façon d'être. Cet élan de vouloir corriger ou sauver les autres n'est pas de la générosité, c'est de l'arrogance déguisée en bonne intention. C'est l'ego qui murmure que, si tu insistes suffisamment, tu vas réussir à faire éveiller l'autre, à le faire réfléchir ou à te remercier. Mais ce qui se passe réellement, c'est que tu deviens otage d'attentes irréalistes, enchaînant ton bien-être à des résultats qui n'ont jamais été sous ton contrôle. C'est ici que l'esprit se remplit d'excuses. Tu te répètes que tu veux juste aider, que ce serait égoïste de lâcher prise, que tu as l'obligation morale de supporter et de pousser l'autre vers son soi-disant meilleur moi.
Mais si tu es honnête, ce que tu cherches vraiment, c'est à soulager ton propre malaise face à l'inconfort de voir quelqu'un stagné ou destructeur. Tu ne supportes pas la sensation d'impuissance et tu préfères te mentir en pensant que tes efforts peuvent changer la volonté des autres. Le mécanisme est subtil, mais dévastateur. Chaque fois que tu investis dans la transformation d'un autre, tu négliges ton propre processus. Tu remets à plus tard tes objectifs. Tu te distrais de ta croissance. Tu finis par porter un sac à dos qui ne t'appartient pas, tournant en rond au lieu d'avancer sur ton propre chemin. Le stoïcisme est brutalement clair à ce sujet. Tu ne peux pas sauver celui qui ne veut pas sortir de son trou, ni convaincre celui qui s'accroche à son propre drame. La seule transformation légitime est celle que tu fais en toi. Grandir est un travail solitaire et intransférable. Chaque minute que tu passes à essayer de façonner le comportement d'un autre est une minute que tu te voles à toi-même. La véritable discipline consiste à cesser d'utiliser le changement des autres comme excuse pour ne pas affronter tes propres tâches en attente. Investis en toi, pas dans la résistance des autres. C'est une phrase que tu dois te tatouer dans la tête. Ton énergie est limitée. Si tu la gaspilles dans des batailles étrangères, tu arrives à la fin de la journée vide, frustré et amer. Il n'est pas facile de lâcher l'illusion que tu peux être le moteur de l'évolution d'une autre personne, mais c'est nécessaire. Ce qui est vraiment courageux, c'est de reconnaître que ta responsabilité s'arrête là où commence la volonté de l'autre. Le reste est de l'épuisement, c'est de l'arrogance, c'est la peur de rester seul avec ton propre processus. La prochaine fois que tu ressentiras la tentation d'insister, demande-toi si cet effort est un acte d'amour-propre ou juste une façon d'éviter de regarder tes propres carences. La véritable croissance commence lorsque tu récupères ton énergie, que tu cesses d'investir dans des causes perdues et que tu l'orientes sans distraction vers ton propre développement. Tu n'es pas venu dans ce monde pour être l'architecte de la conscience des autres. Tu es venu pour te construire toi-même, sans dépendre de l'évolution de qui que ce soit d'autre. 7. Utilise chaque conflit pour renforcer ton caractère. Tu sors d'une réunion de travail et tu réalises que tu as les épaules tendues, la mâchoire serrée et la tête pleine de phrases que tu n'as pas réussi à dire. Tu te répètes des arguments en silence. Tu repasses chaque geste de cette personne qui semble prendre plaisir à exposer tes erreurs. Et tu analyses la scène en cherchant ce que tu aurais pu mieux répondre. La sensation d'inconfort ne disparaît pas lorsque tu fermes la porte. Tu la traînes jusqu'à chez toi, elle te suit pendant que tu prépares le dîner et s'immisce dans tes pensées avant de dormir. C'est ce type de conflit qui pèse le plus. Celui qui ne se termine pas lorsque la conversation se termine, mais qui reste en suspens comme une dette que tu ne sais pas comment régler. C'est ici que beaucoup de gens stagnent, croyant que la seule issue est d'éviter le conflit ou de fuir ceux qui le provoquent. Mais cette approche ne fait que retarder l'apprentissage. Le conflit est inconfortable, oui, mais c'est aussi le filtre le plus efficace pour te montrer dans quel domaine ton caractère reste vulnérable, quels boutons peuvent être pressés et quelles blessures restent à cicatriser. Du point de vue stoïque, chaque choc avec une personne difficile est un laboratoire de connaissance de soi. Il ne s'agit pas de chercher le conflit, mais de l'observer comme un test de résistance. Quelle partie de toi réagit avec colère? Quelle partie se sent méprisée? Quel mécanisme mental te pousse à te justifier ou à te taire? Si tu l'analyses avec honnêteté, le conflit met en lumière tes insécurités, tes attachements et tes schémas automatiques de défense. Le véritable problème n'est pas l'autre, mais la facilité avec laquelle tu permets à son attitude de te sortir de ton centre. Chaque fois que tu perds le contrôle, tu remets une partie de ton autorité interne et tu renforces l'idée que ta paix dépend de facteurs externes. C'est cela la véritable fracture, la conviction que tu ne seras calme que lorsque l'environnement sera parfait, lorsque personne ne te remettra en question, lorsque tout coulera sans frottement. Mais la vie ne te donnera jamais ce scénario.
Attendre l'absence de conflit est une fantaisie, et vivre en espérant que tout le monde respecte ta sensibilité est la recette parfaite pour la frustration chronique. L'approche stratégique consiste à utiliser chaque conflit comme un entraînement. Non pas pour te durcir ni devenir insensible, mais pour identifier exactement où tu dois renforcer ton caractère. Chaque fois qu'un commentaire t'affecte plus que de raison, c'est une opportunité de te demander pourquoi. Chaque fois que tu restes coincé dans la culpabilité, la honte ou le ressentiment, tu as la possibilité de travailler sur cette zone vulnérable. Le conflit n'est pas une menace. C'est une radiographie de ton état intérieur. Si tu apprends à l'analyser sans victimisation, tu découvres des schémas qui se répètent, des arguments internes qui te sabotent et des croyances qui ne te servent plus. Ce n'est qu'alors que tu peux décider, de manière consciente, quelle partie du poids tu veux continuer à porter et quel est le moment de lâcher prise. Souviens-toi de cela. Le conflit révèle, il ne détruit pas. Et aussi, la force n'est pas l'absence de choc, c'est la résilience face à eux. Chaque situation difficile, si tu l'affrontes avec honnêteté et discipline, devient un investissement dans ton autonomie émotionnelle. Rester coincé dans la plainte ne fait que prolonger la dette. Utiliser le conflit comme miroir est ce qui te fait vraiment grandir. Personne ne se renforce en fuyant le frottement, mais en apprenant à supporter le coup de la clarté. 8. Choisis des relations qui renforcent ton équilibre. Parfois, je me retrouve à des dîners ou des réunions entouré de personnes avec lesquelles, en théorie, je devrais me sentir à l'aise. Mais au fond, je veux juste que la nuit se termine. Je regarde les mains agitées sur la table, la façon dont certains sourient sans regarder dans les yeux, les commentaires superficiels que personne n'ose remettre en question. Je perçois comment mon énergie diminue, alors que je fais semblant d'être intéressé, que je ris par obligation et que mon corps, bien qu'il soit encore assis là, demande depuis longtemps à s'enfuir. Ce n'est pas seulement de l'inconfort social, c'est la sensation d'investir ma présence dans des lieux qui ne m'apportent rien, de rester par habitude, par peur du vide laissé par la coupure de certains liens. Je réalise que cette fatigue n'est pas accidentelle. C'est le résultat direct de choisir, encore et encore, des relations qui ne font qu'aggraver mon épuisement mental, pas mon équilibre. L'environnement dans lequel tu évolues te façonne, même si tu ne l'admets pas. Si tu t'entoures de personnes qui se nourrissent de commérages, qui aiment pointer les erreurs des autres ou qui vivent dans un drame constant, tu n'as pas besoin d'être agressé directement pour te sentir vidé. Il suffit de partager le même air, d'écouter le même ton de plainte, d'avaler les mêmes silences tendus. Ces dynamiques, avec le temps, deviennent une sorte de normalité toxique. Tu commences à penser que le malaise fait partie du contrat, qu'il n'y a pas d'alternative, que toutes les relations apportent ce poids. Mais voici la vérité inconfortable. Chaque choix de compagnie est un filtre qui détermine la qualité de tes pensées, de tes émotions et même de tes objectifs. Ce n'est pas seulement une question de s'éloigner des toxiques, c'est une question de décider à qui tu permets de façonner ton état intérieur. Observer les micro-comportements de ceux qui t'entourent est un exercice brutal. Tu remarques des gestes d'approbation dissimulés, des blagues qui cherchent à se positionner au-dessus, des regards qui examinent plus qu'ils n'accompagnent. Si tu restes là, tu absorbes le climat émotionnel comme s'il t'appartenait, même si tu sens qu'il ne te représente pas. Le stoïcisme ici n'est pas indifférence, mais discipline, pour choisir avec qui tu partages tes espaces les plus intimes. Il y a des gens dont la simple présence ordonne ton humeur, t'invite à t'exprimer sans peur, t'encourage à grandir même s'ils ne prononcent pas un mot inspirant. Ce sont des relations qui fonctionnent comme des ancres, pas comme des chaînes. Choisis ces liens, même s'ils te coûtent du temps, même s'ils impliquent de réduire la liste de contacts jusqu'à ce qu'elles tiennent dans une main. Peu de choses pèsent plus que la mauvaise compagnie. Mieux vaut être seul que entouré de ceux qui te volent ta clarté. Tu n'as pas besoin de justifier le filtre. Tu n'as pas à donner d'explications pour prioriser des relations qui renforcent ta paix.
La vie est déjà suffisamment difficile pour en plus porter l'humeur des autres qui ne te tirent que vers le bas. Souviens-toi de ceci, la qualité de tes relations est la véritable frontière de ton équilibre. Ne t'adapte pas à ce qui t'épuise. C'est la seule loyauté que tu te dois. Bien choisir ceux que tu laisses entrer est un acte de respect envers soi-même. Et ce respect, une fois consolidé, commence à protéger ta vie de la toxicité qui te semblait auparavant inévitable. 9. Libère-toi du ressentiment pour avancer. Le ressentiment est comme une encre rouillée attachée à tes chevilles. Peu importe combien tu essaies d'avancer, chaque pas devient plus lourd, chaque décision plus lente, chaque jour, une répétition du même effort inutile. Tu continues à porter des histoires qui ne t'appartiennent pas, comme si la dette émotionnelle de ce qu'on t'a fait te donnait un certain pouvoir. Mais ce que tu obtiens, c'est de sombrer dans ton propre poison. Arrête de te mentir. S'accrocher au ressentiment ne te protège pas, ça te déforme seulement. C'est un mécanisme de défense mal calibré, une excuse élégante pour ne pas lâcher le rôle de victime. Tu veux que l'autre paie, que l'injustice s'équilibre, que la vie reconnaisse ta douleur et la compense. Mais le seul compte qui augmente, c'est le tien, le compte de l'usure, du temps perdu, de l'énergie que tu offres à la mémoire de ceux qui t'ont déjà prouvé leur capacité à te blesser. Il n'y a pas de dignité dans cet attachement à la blessure. Ce que tu appelles mémoire te coûte très cher. Beaucoup s'accrochent au ressentiment parce qu'ils croient que le lâcher, c'est abandonner, comme si pardonner ou laisser derrière soi était un acte de faiblesse. Tu te répètes des phrases bon marché sur le fait de ne pas oublier pour justifier ta colère, mais en réalité, c'est la peur de rester vide, la peur d'accepter que tu as passé des années à nourrir une émotion qui ne t'a jamais rien apporté d'utile. Le ressentiment est un investissement à perte. Tout ce que tu y mets se transforme en frustration et en autocondamnation. Tu préfères continuer à réciter mentalement la liste des griefs, écrire des discours internes que tu ne prononceras jamais. Et ainsi tu reportes la conclusion d'une histoire qui n'existe que parce que tu continues à financer le souvenir. Voici la phrase que tu dois te tatouer. Le ressentiment est une prison avec la porte ouverte. Si tu ne sors pas, c'est parce que tu choisis de rester. Le stoïcisme est brutal avec ses pièges mentaux. Il ne te permet pas de te cacher derrière la douleur, ni de chercher du réconfort dans l'autocompassion. Il te dit, sans détour, que ton seul pouvoir réel est de décider ce que tu fais de ce qui t'est arrivé. Tu peux rester piégé dans le cycle du reproche, ou tu peux couper à la racine et utiliser cette énergie pour te reconstruire, pas pour punir qui que ce soit. Il n'y a pas d'excuse suffisante pour rester enchaîné à des émotions qui te diminuent. Arrête d'attendre que l'autre répare ce qu'il a brisé. La réparation t'appartient. Et elle commence quand tu acceptes que le passé ne peut pas être réécrit, seulement redéfini. Si tu as du mal à lâcher prise, c'est parce qu'au fond, tu t'es habitué à te définir par la blessure. Mais personne qui se respecte ne se permet de vivre attaché à des dettes qui ne lui appartiennent pas. Choisis d'avancer même si ça fait mal. Laisse tomber le ressentiment comme on se débarrasse d'un fardeau inutile au bord du chemin. Ce n'est pas l'oubli, c'est la survie. Le passé ne se guérit pas en ruminer le mal, il se surmonte en cessant d'y investir. La liberté commence le jour où tu cesses de négocier avec l'amertume. Lâcher prise n'est pas perdre, c'est reprendre le contrôle. Si tu n'oses pas lâcher, tu te condamnes à répéter l'histoire jusqu'à l'épuisement. Avance, même si tu dois traîner les pieds. Personne ne va te libérer de ce poids, sauf toi. 10. Fais de ta paix une priorité quotidienne. La paix intérieure n'est pas un accident, c'est une décision quotidienne et consciente. Ce que tu ne mets pas en premier finit au fond de tes priorités, et cela inclut ton propre bien-être. Il y a un piège psychologique que tu répètes sans t'en rendre compte. Tu crois que ta tranquillité est le résultat de ce qui se passe autour de toi, comme si c'était un bénéfice secondaire et non une tâche active. Tu attends que tout soit en ordre, que les autres collaborent, que les circonstances soient favorables, et seulement alors tu te permets de baisser la garde. Mais ainsi, la paix n'arrive jamais, car il y a toujours quelque chose, ou quelqu'un, prêt à la saboter.
Il est facile de remettre à plus tard le soin mental quand personne ne te le demande, mais le prix que tu paies est celui de la fatigue chronique, de l'irritabilité et de ce sentiment d'être toujours à la merci de facteurs externes. Pose-toi la question inconfortable. Combien de fois par jour trahis-tu ta sérénité juste pour éviter le jugement des autres, pour ne pas sembler insensible, pour te conformer à des attentes que tu ne partages même pas? Chaque fois que tu repousses un repos que ton corps réclame, chaque fois que tu acceptes des conversations que tu sais épuisantes, chaque fois que tu te forces à résoudre des problèmes qui ne te concernent pas, tu choisis l'épuisement plutôt que la stabilité. Le plus grave, c'est que tu le fais de manière automatique, sans t'arrêter pour analyser que cette accumulation de petites concessions est ce qui finit par te voler la clarté et la force. La paix n'est pas une pause entre les conflits, c'est la discipline de maintenir ton centre au milieu de l'épuisement quotidien. Personne ne défendra ta tranquillité si tu ne la protèges pas d'abord. L'erreur la plus courante est de confondre la paix avec la passivité. Tu crois qu'être pacifique, c'est éviter le conflit, céder pour ne pas déranger ou te résigner à ce que les autres décident. Mais la véritable paix n'est pas l'absence de friction. C'est la capacité de te tenir ferme dans tes principes, même si l'environnement est défavorable. Elle se construit avec des limites claires, avec des routines qui te nourrissent, avec des décisions qui priorisent ton équilibre, même si cela signifie décevoir ceux qui s'attendent à ce que tu sois leur soutien émotionnel inconditionnel. La paix est un investissement, pas une récompense. Et comme tout investissement, elle nécessite une vigilance quotidienne, une révision des habitudes, remettre en question les inerties émotionnelles qui te poussent à reculer. Il n'y a pas de dignité à vivre fragmenté pour accommoder le désordre des autres. Si chaque jour tu ne fais pas de ta calme une priorité, tu deviens le résultat des pressions et des demandes des autres. Ta paix est ton patrimoine le plus précieux. Elle ne se négocie pas, ne se remet pas à plus tard, ne se donne pas en échange d'acceptation. Commence à traiter ta tranquillité comme tu traites ce que tu chéris le plus, avec discipline, avec jalousie, avec la conscience que la perdre te coûte trop cher. Personne d'autre ne peut assumer cette tâche à ta place. La paix est une décision que tu renouvelles chaque matin, pas un luxe que le monde t'accorde. Il y a une vérité inconfortable que peu de gens veulent accepter. La plupart du temps, la vie ne se laisse pas apprivoiser par ta volonté. Tu peux dépenser la moitié de ton énergie à lutter contre ce que tu ne comprends pas, à forcer des situations, à serrer les poings dans une tentative désespérée de contrôler chaque détail. Et pourtant, tout ce que tu obtiens, c'est de l'épuisement et un vide difficile à combler. On nous a éduqués à croire que la précipitation, l'effort incessant et le contrôle absolu sont synonymes de succès. Mais cette formule ne produit que de l'anxiété chronique, de la frustration et une déconnexion brutale avec ce qui compte vraiment. Lorsque l'esprit s'enferme dans l'obsession du résultat, il perd la capacité de voir les opportunités, de recevoir le bon et de reconnaître la valeur du repos. Le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite, c'est un entraînement quotidien. Apprendre à distinguer ce que tu peux gérer de ce qui ne fait que t'épuiser, à lâcher le poids inutile et à cultiver un calme qui n'est pas une faiblesse, mais un véritable pouvoir. Il y a une leçon qui doit rester gravée dans la mémoire. Plus tu désespères, plus ce que tu cherches s'éloigne. Le coût psychologique de ne pas lâcher prise est extrêmement élevé, et de nombreuses portes ne s'ouvrent que lorsque tu cesses de les pousser. Se détendre n'est pas abandonner. C'est un acte conscient de confiance et de stratégie. Si tu veux attirer ce qui en vaut la peine, tu dois d'abord apprendre à cesser de forcer ce qui ne coule pas. Le calme est ton atout caché. 1. Arrête de forcer ce qui ne coule pas. La réalité est celle-ci. Plus tu t'acharnes à forcer quelque chose qui ne coule pas, plus tu t'enfonces dans une sorte de dette émotionnelle qui ne se rembourse jamais. Insister, presser, essayer de contrôler chaque variable ne te rend pas fort. Cela t'enferme dans un schéma d'épuisement constant. Ce n'est pas de la discipline, c'est de la peur déguisée en effort.
On nous a vendu l'idée que celui qui ne renonce jamais, celui qui insiste jusqu'à se briser, est celui qui réussit le plus. Mensonge. Forcer ce qui n'avance que multiplie ton anxiété, te rend de moins en moins efficace et te rend aveugle aux meilleures options que tu ne vois même pas, parce que tu as les yeux fixés sur une seule porte fermée. Celui qui ne sait pas lâcher prise finit par porter un poids inutile, investissant de l'énergie dans des batailles qui ne lui appartiennent pas, s'épuisant par fierté ou par incapacité à admettre qu'une situation ne fonctionne plus. Arrête de te justifier avec des phrases comme « c'est comme ça que je suis » ou « la vie est dure », car cette histoire ne sert qu'à éviter le véritable travail. Celui d'accepter ce que tu ne peux pas contrôler et de le lâcher. Le stress chronique auquel tu t'accroches n'est pas une vertu, c'est une fracture dans ton caractère qui devient de plus en plus grande chaque fois que tu insistes pour avoir le contrôle total. L'anxiété que tu ressens est la facture que tu paies pour ne pas vouloir faire confiance au processus naturel des choses. Ne confonds pas persistance avec obsession, ni effort avec stupidité. Il y a une différence énorme. Nous vivons dans une culture qui idolâtre le travail sans relâche, la productivité à tout prix, comme si cela était synonyme de valeur personnelle. Mais la réalité est que beaucoup de cette précipitation n'est que peur de rester en arrière ou de ne pas valoir assez. Et cette peur est le pire filtre. Elle déforme tout ce que tu vois, te fait interpréter chaque obstacle comme une menace et chaque pause comme une défaite. La sérénité n'est pas passivité, c'est un muscle qui s'entraîne chaque fois que tu choisis de ne pas réagir par impulsion et de ne pas te laisser emporter par l'urgence. Lorsque tu réussis à lâcher le contrôle et à cesser de forcer, ton énergie change immédiatement, et cela se perçoit chez les autres, et tu le ressens toi-même. Car rien ne s'éloigne plus que ce que tu veux retenir de manière obsessionnelle. Apprends à lire les signes. Quand une porte ne s'ouvre pas après avoir essayé avec intelligence et calme, arrêter de pousser n'est pas une reddition, c'est de la maturité. Tout ce que tu désires ne te convient pas, et tout ce qui résiste ne mérite pas ton combat. Le véritable avancement vient du calme, du lâcher-prise, de la confiance, que ce qui est pour toi arrive quand tu cesses de forcer et commences à couler. Tu n'es pas plus fort en insistant sans sens. Tu es plus sage quand tu sais quand arrêter. L'anxiété n'est pas une stratégie, c'est un auto-sabotage. Si tu veux attirer le bien-être et les opportunités, commence par lâcher ce qui ne coule pas. Le calme est ta plus grande arme. 2. Le calme est ta plus grande force. Le téléphone vibre sur la table pendant que tu manges, et bien que tu saches qu'il n'y a rien d'urgent, ta main réagit avant ta conscience. Tu sens la mâchoire serrée, l'épaule rigide, la respiration plus courte. Entre une tâche et l'autre, l'esprit ne s'éteint jamais vraiment. Il est toujours en train de calculer, d'anticiper, de passer en revue des choses à faire qui ne finissent jamais. C'est ainsi que s'installe l'habitude de l'attention. C'est un mécanisme automatique dans lequel tu restes en alerte, comme si relâcher ce contrôle était un risque réel, comme si baisser la garde te coûterait cher. Mais sous cette hyperactivité se cache une peur silencieuse. La croyance que si ce n'est pas toi qui soutiens tout, quelque chose va s'effondrer, et alors tu te retrouveras exposé, vulnérable, insuffisant. Le problème est que ce mode de vie te vole ta présence et épuise ton énergie, jusqu'à ce que tu ne remarques même plus ce qui perd son sens et ce qui compte vraiment. Le calme, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas l'absence de problème ni un idéal lointain. C'est une décision constante, un ajustement intérieur. C'est la capacité de reconnaître l'impulsion de réagir, d'accélérer et de choisir consciemment de ne pas le faire. Ce n'est pas de la passivité ni de l'indifférence, mais une forme d'autorité sur ton propre système nerveux. Tu cesses d'être otage des stimuli extérieurs et commences à répondre depuis une base plus solide, moins réactive. C'est ici que la philosophie stoïque met l'accent. La véritable force ne se mesure pas à la quantité de choses que tu peux contrôler à l'extérieur, mais au degré de maîtrise que tu as sur tes réponses. Un muscle qui s'entraîne lorsque tu décides de ne pas nourrir l'urgence.
lorsque tu te donnes la permission de respirer avant d'agir. Le conflit surgit lorsque ton esprit te vend l'idée que seule la précipitation et le contrôle garantissent des résultats. Mais demande-toi honnêtement, combien de fois cette anxiété t'a-t-elle vraiment donné de la clarté? Normalement, elle ne fait que brouiller le jugement, fragmenter l'attention et te faire perdre des opportunités par épuisement. Le calme, en revanche, est la base à partir de laquelle tu peux observer sans distorsion, distinguer l'essentiel de l'accessoire et agir avec moins d'épuisement mais plus d'efficacité. Lorsque tu lâches la nécessité de tout serrer, tu laisses de l'espace pour que les choses se réorganisent sans ton intervention obsessive. Ce qui est paradoxal, c'est que ce que tu cherches le plus arrive lorsque tu cesses de le poursuivre avec désespoir. Le calme n'est pas de la résignation, c'est une confiance active. La sérénité ouvre des portes que l'anxiété ferme. Tu n'as pas besoin de prouver ta force en poursuivant sans relâche chaque résultat. La véritable autorité est interne et elle se manifeste chez ceux qui peuvent être au milieu du chaos et pourtant ne pas perdre leur centre. Celui qui maîtrise le calme maîtrise sa vie. 3. Le contrôle interne surpasse le contrôle externe. Je vais confesser quelque chose d'inconfortable. Parfois, je me surprends à être piégé dans une sorte de paranoïa silencieuse, comme si toutes les variables de ma vie dépendaient uniquement de ma capacité à anticiper et à contrôler chaque micro-détail. Ce n'est pas une posture héroïque, ni une stratégie brillante. C'est plutôt une réaction automatique qui surgit de la peur de perdre du terrain, d'être exposé si les choses ne se passent pas comme elles devraient. Je reconnais qu'à ces moments-là, je deviens mon propre geôlier. Chaque tentative d'étendre le contrôle vers l'extérieur finit par se transformer en une cellule plus étroite à l'intérieur. Il y a une logique perverse qui opère là, difficile à voir. Nous pensons que si nous serrons suffisamment notre environnement, si nous accumulons des plans, des réponses et des explications, nous atteignons la sécurité. Mais le résultat est exactement l'inverse. L'inquiétude grandit, l'énergie se fragmente, la sensation d'autosuffisance s'érode de plus en plus. Contrôler l'extérieur est une illusion qui ne fait que multiplier la frustration. La racine de ce conflit est psychologique, pas circonstancielle. L'impulsion de surveiller, de corriger et de forcer ne naît pas du désir d'améliorer, mais de la peur de l'imprévisible. C'est une sorte d'assurance émotionnelle mal conçue. Nous cherchons des garanties à l'extérieur parce que nous ne faisons pas confiance à notre capacité de nous adapter à l'intérieur. Et c'est là le véritable talon d'Achille. Lorsque l'accent est mis sur la manipulation de ce qui se passe à l'extérieur, personne, résultat, délai, la perception de l'agence réelle s'affaiblit, celle qui ne s'entraîne qu'en dominant ses propres réactions. C'est ici que le stoïcisme est brutalement clair. Vous ne pouvez exercer de pouvoir que sur vos jugements, vos actions, votre attitude. Le reste est un territoire étranger, et dépenser de l'énergie là-bas, c'est la perdre 2 fois. D'abord, vous vous épuisez à lutter, puis vous vous frustrez parce que la réalité n'obéit pas à vos exigences. Il faut être honnête. La plupart des crises d'anxiété, d'épuisement et de déception proviennent de cette erreur de calcul. Nous confondons influence et contrôle absolu et nous devenons esclaves de variables qui n'ont jamais été les nôtres. Le véritable contrôle interne ne consiste pas à se protéger de la vie, mais à développer la capacité de répondre avec clarté et équilibre à tout ce qui arrive. Cela, et rien d'autre, est la liberté émotionnelle. Contrôler l'interne, c'est choisir quelle pensée nourrir, quelle bataille mérite votre énergie, quelle blessure il faut lâcher parce qu'elle n'apporte plus rien. Ce n'est pas de la résignation, c'est une stratégie lucide. La paradoxe est frappant. Plus vous investissez dans le façonnement de l'extérieur, plus vous perdez le contrôle sur vous-même. Le véritable pouvoir est silencieux, invisible. Il se manifeste chez ceux qui ne réagissent pas au moindre stimulus, chez ceux qui peuvent rester calmes, tandis que l'environnement s'agite. C'est la différence entre vivre en mode défensif et vivre avec une autorité interne. Ce que vous contrôlez à l'extérieur est temporaire. Ce que vous maîtrisez à l'intérieur demeure. Au final, ce qui vous définit n'est pas ce qui se passe, mais comment vous répondez.
l'esprit discipliné est le plus grand des refuges. Si vous cherchez la sécurité, commencez à la construire dans votre propre jugement. Tout le reste n'est qu'un décor. 4. Moins d'anxiété, plus de clarté mentale. Un esprit saturé d'anxiété ressemble à un pare-brise recouvert de boue. Peu importe à quelle vitesse tu vas, peu importe combien tu essaies d'avancer, tu ne fais que voir des formes floues et réagir trop tard à ce qui compte. Les pensées courent d'un côté à l'autre, tourbillonnent dans une sorte de trafic mental qui ne se dégage jamais, et chaque décision semble être un coup à l'aveugle. Tu le ressens dans le regard qui bouge de manière agitée, dans les doigts qui tambourinent sur la table, dans la façon dont le corps se tend sans qu'on lui demande. C'est ainsi que l'anxiété sabote la clarté. Elle cache l'essentiel derrière un rideau d'urgence, de doutes répétés et de scénarios qui ne se réaliseront probablement jamais. C'est comme essayer de déchiffrer une carte avec des mains tremblantes. Tout devient plus difficile, plus confus, plus épuisant. Lorsque tu parviens à réduire cette anxiété, même un peu, la différence est brutale. Le monde extérieur ne se transforme pas, mais ce que tu en vois change. Les détails sautent aux yeux, les gestes des autres deviennent plus nets, les opportunités ne passent plus inaperçues. La clarté mentale n'est pas un cadeau, c'est une conséquence directe de baisser le volume interne. Tu l'expérimentes en remarquant le poids des épaules se relâcher, en entendant ton propre pouls devenir plus calme, en sentant ta respiration descendre jusqu'à l'abdomen et ne pas rester coincé dans la gorge. C'est dans ces moments que tu comprends que la précipitation mentale ne fait que disperser ton énergie et te laisse vulnérable à l'erreur. En revanche, le calme est comme affiner le focus d'une lentille. Tout devient plus précis, moins réactif, plus réel. Nous avons tendance à croire que plus nous sommes anxieux, plus nous serons préparés à l'inattendu. Mais la vérité est que l'anxiété est le pire conseiller. Elle te fait voir des menaces, là où il n'y a que des possibilités. Elle te pousse à agir par réflexe et non par conviction. Les meilleures décisions ne viennent presque jamais de l'urgence. Elles surgissent lorsque tu laisses de l'espace pour que les idées se posent et que le panorama s'éclaircisse. C'est pourquoi moins d'anxiété signifie plus d'accès à ta propre intelligence. C'est dans la pause que viennent les solutions qui ne se présentent jamais sous la contrainte. L'esprit tranquille voit ce que l'esprit tendu déforme. Permets-toi de t'arrêter, même si la pression extérieure crie le contraire. Le véritable progrès se fait lorsque tu peux voir de face ce qui est devant toi, sans le filtre de l'urgence, ni le bourdonnement de 1000 préoccupations poussant derrière. Car la sérénité n'éteint pas le feu de la vie, elle le dirige. Plus de calme, plus de clarté. Moins d'anxiété, plus de pouvoir réel. Ce n'est pas de la magie, c'est une stratégie appliquée. 5. Repose-toi pour avancer avec sens. Se reposer n'est pas une récompense, c'est une exigence si tu veux avancer avec sens. Celui qui le voit comme un luxe finit par payer cher son arrogance. Ici, il n'y a pas de place pour les excuses. Si tu continues à croire que l'épuisement constant est un symbole d'engagement, tu te sabotes en silence. La culture de l'épuisement te vend l'idée que s'arrêter te rend faible, que se reposer est pour les tièdes, que tu dois serrer les dents et continuer même si ton corps et ton esprit te crient de t'arrêter. Ce récit est un poison lent. La vérité est autre. Seul celui qui s'arrête pour récupérer de l'énergie peut avancer avec force réelle et clarté. Les autres ne font que pousser leur propre fatigue jusqu'à l'effondrement. Ne confonds pas l'épuisement avec le mérite. Tu n'es pas plus précieux parce que tu dors moins, parce que tu remplis ton agenda à craquer ou parce que tu te vantes de ne pas avoir de temps pour toi. C'est de l'orgueil bon marché, pas de la grandeur. La fatigue accumulée ne te rend pas meilleur. Elle te rend simplement moins lucide et plus réactif. Je te le dis sans détour. Personne ne va t'applaudir pour devenir invisible sous la montagne de tâches que tu as choisi de porter. Arrête d'idolâtrer les martyrs de la productivité. Il n'y a pas de gloire à se détruire lentement. Le repos n'est pas seulement une récupération physique,
C'est une réinitialisation mentale, un investissement direct dans ta capacité de réponse. Quand tu te refuses cette pause, quand tu fonctionnes à la limite, ta perception se déforme et tu perds le véritable sens de ce que tu fais. Tu ne peux pas prendre de bonnes décisions si tu n'opères que depuis l'urgence et la fatigue. Le repos est une déclaration d'intelligence et de respect de soi. Si tu ne le comprends pas, prépare-toi à voir ton énergie se fragmenter et tes objectifs perdre de leur direction. Veux-tu vraiment avancer? Apprends à t'arrêter avant de te briser. Celui qui ne se repose pas n'est pas fort, il est naïf. Ton esprit ne peut pas créer, voir des opportunités ou résoudre des problèmes si tu le soumets à une pression constante. L'épuisement chronique te rend prévisible, réactif, incapable de t'adapter. Celui qui sait s'arrêter à temps est celui qui peut se ressourcer et revenir plus concentré. Il ne s'agit pas de paresse, il s'agit de stratégie. Se reposer est le filtre qui sépare le mouvement inutile de l'avancement réel. Les stoïciens le savaient, le loisir conscient, la pause délibérée sont une tactique pour revenir au centre et voir la réalité sans la distorsion de la surcharge. Si tu ne te permets pas cet espace, le sens de ton effort se dilue et tu finis par devenir esclave de ton propre agenda. Repose-toi pour choisir, pas pour fuir. Repose-toi pour pouvoir te soutenir quand le véritable défi arrivera. Se reposer, c'est avancer. C'est la ligne que la plupart ne comprennent pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. 6. Ton énergie attire plus que tes mots. La réalité est dure. Tu peux dire ce que tu veux, répéter des discours de confiance ou réciter des phrases motivantes, mais au final, ce que tu projettes vraiment ne vient pas de ta bouche, mais de ton état intérieur. Il y a une énergie qui se transmet avant même que tu ne prononces un mot, et cette énergie est impossible à feindre. Tu peux essayer de convaincre le monde que tu es fort, serein et sûr de toi. Mais si à l'intérieur de toi, ce qui prédomine est la fatigue, l'anxiété ou la peur de l'échec, c'est cela que les autres perçoivent, même s'ils ne le comprennent pas de manière consciente. Ce n'est pas un mystère ésotérique ni de la spiritualité bon marché. C'est de la psychologie de base. Ta tension interne se filtre dans tes gestes, dans le rythme de ta voix, dans la manière dont tu écoutes ou interromps, dans la façon dont tu maintiens le regard ou évites le contact. Rien ne révèle plus ton monde intérieur que la qualité de ta présence. C'est la véritable monnaie avec laquelle tu négocies chaque opportunité, chaque lien, chaque résultat. Ce qui est le plus inconfortable à accepter, c'est que tu peux t'efforcer pendant des années de peaufiner ton discours, d'apprendre des stratégies de communication, de t'entourer de techniques pour faire bonne impression. Mais si tu n'ajustes pas l'énergie que tu dégages, tu obtiens seulement un vernis superficiel qui se fissure sous la première pression. L'esprit anxieux se trahit dans le corps agité et dans l'impatience. L'insécurité se manifeste dans les silences forcés, dans la tendance à te justifier pour tout, dans l'urgence de remplir chaque vide avec des mots inutiles. Peu importe comment tu le déguises, ce que tu n'as pas résolu à l'intérieur finit par saboter ce que tu essaies de construire à l'extérieur. Il n'y a pas de raccourci, le calme ne peut pas être feint, la confiance ne s'improvise pas, le respect ne se demande pas, il émane. Ton énergie arrive avant tes idées. Il y a un piège habituel, penser que être plus persuasif, plus charismatique, plus positif suffit à attirer de meilleures situations. Mais la vérité est que les gens réagissent aux états émotionnels plus qu'aux mots. Ils détectent, même s'ils ne savent pas l'expliquer, si tu es dans le manque ou dans l'abondance, si tu t'approches par besoin ou par liberté. Et pas seulement les gens, les situations, les opportunités, même les résultats tendent à s'aligner avec le niveau à partir duquel tu opères. L'anxiété repousse, le calme attire. La peur te met en mode défense, la sérénité te rend magnétique. Il n'y a pas moyen de tromper la vie là-dessus, c'est brutalement honnête. Tu ne peux attirer que ce que tu cultives déjà intérieurement. Si ton énergie est de rareté, tout autour de toi te le rappellera. Si ton énergie est de calme et de certitude, même les défis deviennent plus gérables.
Il ne suffit pas de vouloir, il faut maintenir une présence qui le permette. Le corps et l'esprit ne mentent pas. Change d'abord ton énergie, puis change ta réalité. Ce que tu irradies pèse plus que ce que tu déclares. C'est la véritable influence. 7. Savoir recevoir est une compétence essentielle. On te propose de l'aide avec les sacs au supermarché et ton premier instinct est de la refuser. Quelqu'un te fait un compliment sincère et tu le minimises, disant que ce n'est pas grand-chose. Un ami insiste pour t'inviter à un café et ta réponse automatique est de chercher ton portefeuille, comme si accepter était un fardeau ou une dette gênante. Il y a un schéma là-dedans. L'inconfort face à l'acte de recevoir, la tendance à bloquer tout ce qui ne vient pas de nos propres efforts ou de notre contrôle. On nous a appris, presque sans s'en rendre compte, à ne valoriser que ce que nous obtenons par la force, comme si accepter quelque chose qui arrive sans lutte était un signe de faiblesse ou de dépendance. Et c'est là que commence le problème, car rejeter ce que la vie t'offre est une forme silencieuse d'auto-sabotage. En analysant cette réaction, ce qui apparaît est un mélange de fierté mal placée et de méfiance. La fierté te fait sentir que tu ne mérites rien, que tu n'es pas combattu jusqu'à l'épuisement. La méfiance te murmure que tout cadeau cache un piège, que ce que tu ne contrôles pas peut se retourner contre toi. Le résultat pratique est que tu fermes les portes aux opportunités, au soutien et même aux petits plaisirs qui pourraient alléger ta journée. Savoir recevoir n'est ni de la passivité, ni de la commodité. C'est reconnaître la valeur de l'ouverture et de l'humilité. L'autosuffisance absolue est une fantaisie qui ne conduit qu'à l'épuisement et à l'isolement. La vie ne fonctionne pas comme un système de récompense strictement proportionnel à l'effort. Souvent, le meilleur arrive par des voies inattendues, et seul celui qui est ouvert peut en tirer parti. Si tu examines la racine de ce sujet, tu remarqueras qu'au fond de l'incapacité à recevoir se cache la peur. La peur de rester redevable, de perdre le contrôle, de t'exposer à une éventuelle déception. Mais cette peur agit comme un filtre qui déforme la réalité et limite ta croissance. La paradoxe est que plus tu bloques la possibilité de recevoir, plus le chemin devient difficile. Il ne s'agit pas de s'asseoir et d'attendre, mais d'entraîner une disposition mentale qui te permette de reconnaître et d'accepter ce qui arrive sans résistance inutile. Recevoir est aussi une compétence stratégique. Cela élargit ton réseau de ressources, enrichit ton expérience et te permet d'avancer avec moins d'épuisement. L'humilité d'accepter ne te diminue pas, elle te multiplie. Laisser entrer le bon est aussi important que de s'efforcer de l'obtenir. La clé est d'ajuster ce mécanisme interne qui rejette par principe. Demande-toi combien de fois au cours de la dernière semaine tu as bloqué un soutien, une opportunité ou même un mot aimable juste parce que tu as ressenti que tu ne l'avais pas mérité. C'est là le véritable travail. Désactiver le réflexe de rejet et entraîner l'ouverture. Souviens-toi de ceci, ce que tu ne reçois pas, tu le perds doublement. Savoir recevoir est une force, pas une faiblesse. Celui qui apprend à ouvrir la main apprend aussi à multiplier ce qu'il a. 8. Lâcher prise sur les attentes ouvre de nouvelles opportunités. Je vais être brutalement honnête. Je me suis surpris moi-même de nombreuses fois à fabriquer un scénario mental sur la façon dont les choses devraient se dérouler, anticipant des réponses, des résultats, jusqu'à des gestes des autres. Je peux être assis devant une table, attendant que l'autre personne dise ce que j'imagine, ou regardant mon téléphone en attendant un message qui, dans ma tête, a déjà même les mots exacts. C'est épuisant, mais nous le faisons presque sans nous en rendre compte. Nous remplissons l'espace avec des attentes, comme si cela pouvait nous protéger de la déception ou nous assurer une petite dose de contrôle. Et il ne faut pas longtemps pour que la frustration arrive, car la vie n'est pas une pièce de théâtre écrite par nous. Les gens réagissent différemment. Les plans ne suivent pas le scénario et ce que vous attendiez ne se produit pas toujours. Ce qui est curieux, c'est qu'à ces moments-là, le corps réagit. Muscles tendus, regard fixe, cherchant des signes qui confirment ce que l'on attend. Poitrine un peu serrée. C'est cette rigidité invisible qui commence à te fermer des portes.
à limiter des possibilités que tu ne vois même pas parce que tu es seulement concentré sur la réalisation de ton script. C'est le piège de l'attente. Au lieu de t'ouvrir à ce qui peut surgir, tu deviens une version rigide de toi-même, incapable de t'adapter. Tu le remarques dans les petits détails. Le geste maladroit quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, la hâte de corriger ou d'expliquer, la résistance presque automatique à l'inattendu. Le problème n'est pas seulement mental, il est physique. Cette tension s'installe dans la mâchoire, dans les poings serrés, dans la voix qui devient moins naturelle. Et plus tu t'accroches à ce que cela devrait être, moins tu laisses d'espace pour ce qui peut arriver. C'est comme si tu étais tellement occupé à défendre tes scénarios que tu passes à côté de l'opportunité réelle que la situation t'offre. L'attente est un filtre. Elle déforme ce que tu vois et ce que tu reçois. Lâcher prise sur les attentes n'est pas se résigner, c'est se libérer. C'est cesser de vivre sur la défensive, de demander à la réalité de s'adapter à tes plans et commencer à te déplacer avec ouverture. Quand tu le fais, tu remarques une différence tangible. Ton corps se détend, la conversation coule, les solutions apparaissent là où il n'y avait auparavant que de la résistance. Ce qui semblait être une déception est parfois juste une autre forme d'opportunité. Mais pour le voir, il faut lâcher le contrôle et regarder ce qu'il y a vraiment devant soi, pas ce que tu veux qu'il y ait. La flexibilité est une force, la rigidité est un épuisement. S'ouvrir au nouveau n'est pas de la passivité, c'est une stratégie active. J'ai appris que les meilleures opportunités arrivent par des chemins que je n'aurais jamais anticipés. Quand tu cesses d'exiger à la vie qu'elle réponde à tes attentes, la vie te répond avec des possibilités que tu n'aurais même pas imaginées. Ce que tu attends te enferme, ce que tu reçois t'élargit. C'est la phrase que je veux que tu retiennes. Laisse de l'espace dans ton agenda mental pour l'inattendu. C'est là où se trouve souvent la valeur. Quand tu lâches le script, la vie improvise quelque chose de mieux. 9. Se détendre est une décision stratégique. La tension dans laquelle tu vis est comme un poing fermé. Plus tu serres, moins le sang circule, plus tes doigts s'engourdissent, plus tu deviens inutile même pour les tâches les plus simples. Quel sens cela a-t-il d'avancer dans la vie ainsi, accroché à tout, te durcissant de l'intérieur comme de l'extérieur, croyant que cette rigidité va te sauver de quelque chose? Se détendre n'est pas un luxe, ni une faiblesse, ni une pause pour ceux qui ont déjà accompli ce qu'ils devaient accomplir. Se détendre est une décision stratégique et, si tu refuses, ce n'est pas parce que tu es fort. C'est parce que tu as peur de perdre le contrôle que, en réalité, tu n'as jamais eu. Arrête de déguiser ton obsession pour la responsabilité. Ce discours de « si je ne me pousse pas, je stagne » n'est que l'excuse parfaite pour continuer à alimenter une anxiété qui te dévore la vie et te vole ta présence. Il n'y a rien d'admirable à vivre sur la défensive, à être toujours en alerte, à tendre les muscles chaque fois que la vie ne répond pas à tes instructions. C'est de l'épuisement, pas du leadership. C'est de l'insécurité, pas de la discipline. Si tu penses que seuls les faibles se permettent de baisser la garde, tu te mens. La véritable autorité se manifeste chez ceux qui peuvent relâcher leur corps et leur esprit au milieu de la pression, tout en restant concentrés. Ne confonds pas tension et engagement. Celui qui ne sait pas se détendre finit par payer le double. D'abord pour l'épuisement physique, puis pour le blocage mental qui le rend aveugle aux opportunités évidentes. L'anxiété chronique ne te rend pas plus productif. Elle te transforme simplement en un esclave efficace de l'urgence. Et c'est ici que ça fait le plus mal. Tout ce que tu refuses de lâcher finit par te contrôler. Tout ce que tu tentes de forcer finit par te briser. Se détendre est en réalité un acte de rébellion contre la culture de l'épuisement. C'est la décision consciente de ne pas laisser la précipitation des autres dicter ton rythme, de ne pas te soumettre à la dictature de l'immédiat. Fais l'expérience. Observe comment ta perception change lorsque tu décides, ne serait-ce que pour un moment, de relâcher les épaules, de respirer profondément et d'observer sans la pression de tout résoudre immédiatement. Tu verras que le monde ne s'effondre pas, que le respect ne se perd pas, que ta valeur ne disparaît pas simplement parce que tu ne cours pas.
Au contraire, tout ce qui est important devient plus clair et accessible. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est de la précision. L'anxiété ne fait que disperser ton énergie. La détente la concentre là où elle est vraiment nécessaire. Si tu ne peux pas te détendre, tu n'es pas fort. Tu es juste accro au drame de ton propre esprit. Assez d'excuses. Choisis de lâcher prise. Choisis de relâcher le poing. Le véritable pouvoir est le calme maintenu au milieu du mouvement. Moins de tension, plus de résultats. C'est le mouvement de ceux qui avancent vraiment. 10. Fais confiance au processus, pas à la précipitation. La précipitation est le déguisement préféré de la peur. C'est aussi simple que brutal. Derrière chaque impulsion de tout résoudre tout de suite, d'anticiper chaque détail et de pousser le temps en avant, se cache une profonde méfiance envers le processus même de la vie. Ce n'est pas facile à admettre, car nous avons tous été entraînés à associer lenteur avec échec, pause avec insécurité et patience avec faiblesse. Mais la vérité est que la précipitation n'a jamais été synonyme de véritable avancement. C'est juste le besoin d'anesthésier le vide de l'incertitude. Le mécanisme est presque automatique. Quand tu sens que quelque chose ne bouge pas au rythme que tu décides, l'esprit commence à construire des scénarios de perte et d'urgence, réclamant des solutions immédiates par peur que l'incertitude te laisse sans fondement. C'est là que tu es piégé dans le cercle vicieux. Plus tu veux accélérer, plus tu deviens maladroit, plus tu commets d'erreurs, moins tu vois. Au fond, la précipitation est le déni de la confiance. C'est l'incapacité de tolérer le processus naturel de maturation des choses, comme si tout devait répondre à tes temps et attentes, comme si la vie dépendait exclusivement de tes calculs et de ton contrôle. Ce qui est le plus difficile à comprendre, c'est que la véritable croissance se produit dans des délais que tu ne peux pas forcer. Il y a une anxiété installée qui te fait sentir constamment en retard, comparant ton parcours à celui des autres, comme s'il y avait une horloge invisible marquant ce que tu aurais déjà dû accomplir. Mais cette course est un piège. Chaque fois que tu choisis la précipitation plutôt que la confiance, ce que tu perds, c'est la présence. Et avec cela, tu perds la capacité d'ajuster ta perception à ce qui se passe ici et maintenant. Il est beaucoup plus facile de courir que de faire face au fait que tout ne dépend pas de ta volonté. Mais cette acceptation est le premier pas vers la liberté. Le processus n'est jamais linéaire et la plupart des avancées se produisent dans les marges, dans les temps morts, dans cet espace où tu cesses de presser et permets aux choses de mûrir à leur rythme. J'ai découvert que la véritable force est la patience active, celle qui ne s'endort pas, mais ne désespère pas non plus. Celui qui fait confiance au processus ne renonce pas et ne s'éteint pas. Il comprend simplement que la vie a ses propres mécanismes et que ta tâche est d'être préparé, pas de forcer. C'est là la différence entre vivre avec anxiété et vivre avec autorité interne. Celui qui se laisse entraîner par la précipitation devient esclave de ses peurs. Celui qui apprend à faire confiance devient maître de son temps. Ne confonds pas mouvement avec avancement. Tout ce qui s'accélère n'atteint pas nécessairement plus loin. Parfois, c'est dans le repos que le sens se révèle et que les opportunités s'alignent. Fais confiance au processus, pas à la précipitation. Ce qui est pour toi arrive quand tu cesses de le pousser. Il n'existe pas de raccourci plus sûr que la patience lucide. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.